Bonjour Marc Zeller, Bonjour. merci de nous rejoindre sur ce podcast en direct, cette fois-ci de Lisbonne, pour encore une conférence sur l'écosystème Ethereum. Elles sont importantes, elles sont de plus en plus nombreuses, alors que d'ailleurs on discute et Ethereum vient de taper son nouvel ATH. Bitcoin a tapé son ATH aussi il y a quelques jours. Et la DeFi tape de plus en plus, rafle de plus en plus de mise aussi sur le marché crypto. La dernière fois qu'on s'était vu, je crois qu'à AV c'était 15 milliards. Aujourd'hui c'est plus de 30 milliards, 31 milliards ce matin. Ces flux qui sont aujourd'hui drivés par les gens comme toi et moi, les petits porteurs, Mais pas que. mais pas que, mais demain drivés par les institutionnels. Est-ce que là sur les 30 milliards, les 31 milliards, il y en a où c'est des institutionnels ou ils ne sont pas comptés dedans? Alors c'est déjà le cas, oui, parce qu'on ne monte pas un liquidity market comme AV avec seulement ce qu'on appelle des retails, c'est-à-dire des particuliers. Et on n'arrive pas à 31 milliards juste avec les fonds de tout à chacun. Il y a forcément une partie qui est institutionnelle déjà. Et c'est des institutionnels que j'appellerais explorateurs qui vont un peu découvrir la défi et qui n'ont pas attendu qu'on crée un écrin pour eux pour aller rentrer sur le marché parce que l'opportunité leur semblait intéressante tout simplement. Et ce n'est que le début puisque 30 milliards, c'est une goutte d'eau dans le monde de la finance et surtout chez ce type d'acteurs. Aujourd'hui, on n'a que la face visible de l'iceberg où on a les gens les plus aventureux qui découvrent. Et on imagine qu'avec les nouveaux produits qui se développent, notamment chez AV avec le produit Arc, on aura un écrin qui sera du coup plus adapté, plus dans la zone de confort de ce type d'entité, qui permettront de démultiplier cet effet qu'on vit depuis l'été 2020 maintenant. C'est vrai que ça fait plus d'un an. Et justement là, je m'adresse peut-être plus à l'amateur et aux fans de la DeFi que le représentant d'AAV sur cette question. L'écosystème DeFi, il a explosé ces derniers mois, on l'a dit, mais encore plus ces dernières semaines. Vous êtes arrivé sur Avalanche, si on veut parler de AAV, mais il y a plein de chaînes qui sont arrivées. Quels sont là les trois gros points de ces derniers mois que tu retiendrais qui sont importants pour la DeFi et les trois prochains points qui vont arriver dans les prochains mois qui seront importants pour la DeFi? Moi je pense que le plus important, et ça a été l'un des gros focus d'AV, c'était rendre la DeFi accessible à tout le monde à nouveau. C'est-à-dire que quand la DeFi a commencé, au début quand Ethereum n'était pas si connu et que même le mot DeFi n'était pas si connu que ça, je parle des temps des débuts de MakerDAO, des débuts de Compound, des débuts de Headland qui est l'ancêtre du protocole AV. Les frais de transaction sur une technologie comme Ethereum étaient de l'ordre du centime. Et du coup, n'importe qui pouvait déposer dans la DeFi et profiter des services de la DeFi à moindre frais ou à frais quasi nuls. Et c'est comme ça que les premières communautés de la finance décentralisée se sont faites en termes de personnes et en termes de vraiment communauté et d'interaction aussi sur les réseaux sociaux, mais dans le monde réel, se sont faites dans les pays qui en ont plus besoin des services DeFi. Donc par exemple, c'est assez mythique dans l'écosystème que l'Argentine a eu une énorme communauté autour de MakerDAO, du DAI, dès l'année 2018, puis tout au cours de l'année 2020 et début 2020, 2019 puis début 2020. Et en fait, cette communauté s'est retrouvée à partir de l'été 2020 du fait que la technologie Ethereum était victime de son succès d'un point de vue d'infrastructure, avec des frais de transaction beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, quand on utilise Ethereum et qu'on veut utiliser AV, ça va coûter au moins $50 de frais de transaction. S'est retrouvé un peu exclu de ces services-là, alors que la finance décentralisée se veut universelle et accessible à tous. Et toute la politique de ces derniers mois de AV, ça a été de recréer des espaces qui étaient friendly pour tout type de portefeuille, même les gens qui ont que $100 de côté ou même moins que ça. Et donc ça a commencé avec le mouvement sur Polygon. Aujourd'hui, on peut déposer sur AV, sur Polygon, échanger sur SushiSwap sur Polygon et faire du farming ou toutes ces choses qui sont assez intéressantes dans la finance décentralisée sur Polygon pour moins d'un centime par transaction. Avalanche, ça continue dans ce mouvement-là où on a des frais de transaction très peu élevés et on a un écosystème qui est robuste. Aujourd'hui sur Avalanche, il y a énormément de protocoles, de choses qui sont intéressantes. Et on va continuer là-dessus et ça fait partie des points les plus importants pour moi. Parce que si la finance décentralisée, c'est la finance des riches, parce que les frais de transaction excluent une grande partie de la population,
on a déjà la finance traditionnelle pour ça, donc ça sert à rien. Donc vraiment, on continue sur ce mouvement-là. Et la prochaine étape, puisqu'on parlait un peu de l'avenir, c'est de déployer sur les roll-up, puisque actuellement on déploie sur des réseaux qui sont ce qu'on appelle des sidechains ou des blockchains alternatives qui reprennent la technologie d'Ethereum, mais on est sur un réseau qui est à part, qui est séparé. Et en fait, l'idée des roll-up et ces fameux layer 2 au-dessus d'Ethereum, c'est qu'on bénéficie de la sécurité du réseau Ethereum, et en même temps, on a le fait que les frais de transaction sont extrêmement peu élevés du fait qu'on arrive technologiquement à faire en sorte que beaucoup de transactions s'agrègent en une seule sur un settlement, une compensation sur Ethereum Layer 1. Et du coup, on a un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire on a la sécurité, on a l'effet de réseau, et en plus, on a les frais de transaction qui rendent les produits accessibles à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante sur le court terme de ce qui s'est passé. On continue ce mouvement-là. Et dans ce qui va arriver, ça va être le travail sur la possibilité de déplacer sa liquidité entre ces différents réseaux. Parce que je pense que quelqu'un qui découvre l'écosystème aujourd'hui, il ne sait pas forcément ce que c'est Avalanche, il ne sait pas ce que c'est Polygon, il ne sait pas ce que c'est Arbitrum, Optimism, Phantom, BSC, etc. Et je pense que ce n'est pas nécessaire que les gens aient besoin d'apprendre et savoir se déployer sur différents réseaux. Il devrait y avoir une abstraction, c'est-à-dire qu'on aura atteint une expérience utilisateur suffisante quand les gens simplement utiliseront des services DeFi et sans même avoir conscience parfois de sur quel réseau ils sont. Et ça, c'est vraiment l'un des points de focus des prochains mois. Et justement, c'est déjà un peu le cas dans la mesure où certains utilisent la DeFi sans même comprendre le système des crypto-monnaies ou au contraire connaissent la DeFi et pas le fonctionnement de Bitcoin ou même pas l'existence d'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. Donc on tend déjà vers ça. Et il y avait, pour rebondir sur ce que tu disais il y a quelques minutes, cette grosse news de la Société Générale qui s'est intéressée à Maker, DAO. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point-là? Qu'est-ce qu'ils ont souhaité faire avec cette approche-là et est-ce que c'est un peu dans la même volonté que ce que vous avez, vous, avec AAV Arc, qui est votre produit destiné aux institutionnels? Moi, je pense qu'on peut tout résumer en une phrase. C'est que la CeFi, donc la Société Générale, la finance traditionnelle, ou même dans l'écosystème blockchain, ce qu'on appelle la finance centralisée, donc CeFi, tout ce qui va être les échangeurs de type Binance, Crypto.com, tout ce type de service. Je peux par exemple citer Swissborg qui est dans cette optique-là. La CeFi est le front-end de la DeFi, dans le sens où la finance décentralisée, par son aspect un peu technique, va pas forcément correspondre ou va pas forcément être dans la zone de confort de 99% de la population, et c'est tout à fait compréhensible. C'est comme aujourd'hui, la plupart des gens ont un Windows sur leur ordinateur ou un Apple, et peu de gens ont un Linux. Et pourtant, quand on a une architecture Linux, on sait, et tout le monde sait, qu'on peut faire plus de choses, on est plus libre et on peut construire des choses, mais 99% des gens vont prendre l'une des deux alternatives les plus populaires parce que c'est simple, parce qu'on clique sur un bouton et puis ça marche. Et en fait, les choses ne sont pas en opposition dans le monde de la finance décentralisée. Et en fait, ces mouvements qui a eu lieu sur la Société Générale, qui est vraiment un mouvement historique, et c'est sympa qu'on appelle ça le Future of France. Et là, pour le coup, c'est avéré qu'on a une banque française qui va vraiment à la pointe de la technologie telle qu'actuellement avec un protocole comme MakerDAO. On a cette approche de peut-être que 99% des gens vont continuer à utiliser ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, mais ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, comme la Société Générale ou différents produits comme les néobanques, et je pense que les néobanques seront énormes sur la DeFi dans les prochains mois, vont bénéficier de la technologie et des avantages de la finance décentralisée. Mais ce qui est important de retenir, c'est que pour la première fois de l'histoire financière, les gens ont le choix. C'est-à-dire qu'ils pourront avoir le confort d'avoir un middleman, c'est-à-dire un intermédiaire qui prendra forcément, qui fera pas ça de manière bénévole, qui prendra des frais, ou avoir le rendement maximum possible en faisant leur devoir et simplement en interagissant directement avec les protocoles. Dans l'histoire financière, on avait toujours ces intermédiaires, et là, pour la première fois dans la DeFi, on pourra avoir le choix entre la facilité d'utilisation ou le rendement maximum, mais on sera libre en tant qu'utilisateur.
Et on parle depuis tout à l'heure effectivement de ces zones moyennes où effectivement il se passe des choses et là où l'effort doit être mis, c'est sur l'acceptation de nouveaux. Et c'était le sujet d'ailleurs qu'on avait il y a quelques temps à Laetitia où il faut aller tantôt chercher les institutionnels et tantôt chercher à l'opposé les gens qui ont quelques dollars et qui doivent tous pouvoir rentrer dans la DeFi parce que c'est la définition même de la finance décentralisée. Mais sur d'autres projets, quels sont toi les projets sur lesquels tu portes de l'attention d'un point de vue, non pas marque ou autre, mais d'un point de vue qui amène des nouvelles choses dans la finance décentralisée, parce que c'est souvent critiqué en disant la DeFi c'est les flash loans et que ça de nouveau, le reste c'est on copie et on colle, même si on redonne un peu la richesse à d'autres. Est-ce qu'il y a des protocoles sur lesquels tu es attentif parce qu'il va y avoir là un changement global de pensée grâce à un nouveau système qu'on n'avait pas imaginé avant? Moi, je pense qu'on arrive à une étape où il y a deux choses qui sont importantes dans ce que tu dis. La première chose, c'est que certes, la DeFi reproduit des choses qui existent dans la finance centralisée, mais la grande différence, c'est l'efficience. C'est-à-dire qu'on reproduit ces choses-là de manière parfaitement efficiente. Moi, je trouve qu'on observe, et maintenant on a de la donnée, et surtout on a un marché suffisamment grand pour avoir de la donnée assez intéressante d'un point de vue finance et économie. Sur la finance décentralisée, on observe des choses qui marchent en théorie dans les livres d'économie, mais qui ne s'appliquent jamais dans la réalité parce qu'il y a la friction de la régulation, il y a la friction de avoir trop d'humains et trop d'intermédiaires entre les choses. Et dans la défi, par exemple, les marchés qui arrivent à l'équilibre sur les taux d'intérêt entre différents réseaux, c'est des choses qu'on observe au quotidien et qui s'organisent toutes seules, sans avoir besoin de chambres de compensation ou d'acteurs qu'on a dans la finance centralisée. Donc cette efficience recrée la même chose, mais déjà en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire apporteur de liquidité, méthodiquement et mathématiquement, on va gagner plus dans la finance décentralisée parce que c'est plus efficient. Pareil du côté des preneurs de liquidité, c'est-à-dire ça va coûter moins mathématiquement d'utiliser la finance décentralisée par rapport à la finance traditionnelle. Donc déjà, même si on faisait que reproduire, on le reproduit mais en mieux. Et la deuxième chose qui est intéressante, et je pense au niveau technologique, c'est vraiment là on est sur une phase où l'infrastructure est importante. On a atteint le maximum de ce que nous permettait l'infrastructure, c'est-à-dire il y a des rails qui existent aujourd'hui, il y a des trains qui passent dessus, mais il y a tellement de voyageurs potentiels pour ces trains ou de marchandises pour ce fret que les trains sont à pleine capacité. Et aujourd'hui, on se demande comment on transporte ces choses de manière plus efficiente et comment on passe d'une station à une autre de manière plus efficiente. Et ça va être vraiment le gros challenge des prochains mois. Et ça prend du temps parce que c'est complexe, d'un point de vue d'ingénierie c'est complexe, mais c'est le plus important parce que on passe d'un écosystème où il y a entre 1,5 million et 5 millions de personnes, ça dépend de comment on compte, à un écosystème qui a déjà le potentiel et a déjà l'intérêt de potentiellement 100 millions de personnes et probablement plusieurs milliards de personnes à horizon 3 à 5 ans. Et pour ça, il faut changer l'infrastructure. Et c'est le truc qui m'intéresse le plus. Donc aujourd'hui, je suis très intéressé sur les Layer 2, notamment Arbitrum. Je ne le cache pas publiquement que je suis très très fan du projet d'Offchain Labs, notamment les cross-chain bridge. J'ai été très proche du projet Connext et Expolinet par exemple, pour bouger des stablecoins d'une blockchain à une autre sans frais qui seraient punitifs en passant par Ethereum Layer 1. Et tout ce type de projets qui pour moi sont absolument essentiels pour faire grandir cet écosystème, puisque on a eu le premier souci de la DeFi était devenue trop chère parce que victime de son succès. Ça a été résolu par les réseaux alternatifs de type Polygon, Avalanche, Arbitrum. Maintenant, on a le souci de la DeFi est redevenue accessible financièrement, mais on ne peut pas avoir 100 millions de personnes qui l'utilisent en même temps, sinon le réseau ne tient pas tout simplement. Et du coup, ça c'est le deuxième challenge à passer et ça va être ce qui va nous occuper sur cette fin d'année et le début de l'année prochaine. Et pour moi, c'est vraiment un challenge hyper intéressant puisqu'on est en train d'écrire l'histoire. Et peut-être plus que, et c'est très technique ce que tu dis effectivement, et très simple à comprendre, ça ne tient pas d'avoir autant de gens sur une blockchain, mais est-ce que le jour où aussi ça tient, c'est toujours aussi intéressant d'aller dans la DeFi, ou est-ce que les taux d'intérêt seront si bas que ça sera peut-être plus intéressant, ou en tout cas forcément moins intéressant qu'aujourd'hui?
Alors ce qui est sûr, c'est que l'époque merveilleuse qu'on est en train de vivre en ce moment et depuis 18 mois, et d'ailleurs si vous découvrez la DeFi aujourd'hui, ce n'est pas trop tard, mais vous avez raté un petit peu le début, mais c'est pas trop tard. Mais ce qui est sûr et certain, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous n'avez jamais utilisé la DeFi, les taux à 4 chiffres qu'on peut trouver parfois à certaines opportunités avec le risque qui est associé, ou même les taux assez élevés dans les protocoles où le risque est bien plus faible, n'existeront plus dans 5 ans. Ça, c'est une certitude. Mais l'autre certitude, c'est que ces taux seront toujours plus élevés que ce qu'on trouve dans la finance traditionnelle du fait de l'efficience. Donc forcément, s'il y a plus de monde, plus de capital, il va y avoir un équilibre. Et du coup, on ne pourra pas gagner des sommes hallucinantes comme on le fait maintenant. Mais aussi, on sera dans un écosystème qui sera de facto plus facile d'accès et donc moins complexe. Il faudra moins faire ses devoirs pour pouvoir réussir à utiliser la finance décentralisée. Donc si vous nous écoutez maintenant, on est à peu près au milieu du chemin. C'est-à-dire, on a eu les belles opportunités de l'été de la DeFi de 2020. Il se passe encore plein de choses. Il va encore se passer plein de choses. Mais clairement, dans 5 ans, ce sera trop tard. Donc le meilleur moment pour faire ses devoirs, c'est tout de suite. Et si on doit faire ses devoirs, qu'est-ce qu'on doit faire là, en quelques mots pour ceux justement qui viennent de nous rejoindre et qui aimeraient commencer à faire leurs devoirs? Quel est le premier cahier qu'ils doivent ouvrir? Il y a un média qui s'appelle Cryptost, c'est plutôt pas mal. C'est intéressant. C'est plutôt pas mal, il y a plein de ressources. Après, il y a des chaînes de vulgarisation. Pour ceux qui sont anglophones, je recommande extrêmement une chaîne YouTube qui s'appelle Finematics, qui fait des animations très simples en une dizaine de minutes sur des sujets. Et il a Finematics, qui est d'ailleurs à Lisbonne, a ce pouvoir de vulgarisation, de faire comprendre des choses très complexes en très peu de temps et de manière assez simple et accessible à tous. C'est vraiment une recommandation très forte. Et puis après, dans l'écosystème français, il y a pas mal de groupes, de Discord, de communautés où les gens ont le plaisir de partager leurs connaissances. Donc ça serait comprendre l'écosystème avant d'essayer d'en mettre des jetons quelque part, quoi, de toute façon. Oui et non. C'est-à-dire que moi, j'invite les gens à la prudence, ne pas mettre tout leur livret A dans la DeFi sans avoir fait ses devoirs. Mais en même temps, j'invite les gens à utiliser la DeFi dès le premier jour avec des petites sommes sur des réseaux où les frais de transaction sont peu élevés, de type Polygon, de type Avalanche, de type Phantom, BSC, etc. Et vraiment essayer, après les sommes qui vous correspondent à vous, puisqu'on a tous un patrimoine différent. Si c'est 20 $, l'équivalent de 20 $, c'est très bien. Si c'est 100 $, si c'est 1000 $, ça dépend de vous et c'est à vous de poser cette question. Mais une somme que vous êtes entre guillemets prêt à perdre, parce que apprendre la théorie c'est bien, mais dans la finance décentralisée, la pratique, rien ne remplacera la pratique comme dans beaucoup de choses. Et je pense qu'on apprend beaucoup plus vite si on a ne serait-ce que 50 $ déposés dans un protocole et qu'on se rend compte en direct, qu'il se passe des choses, qu'il y a un rendement, qu'on peut emprunter, qu'on peut récolter ses récompenses de liquidity mining, toutes ces choses-là. Et donc vraiment, j'invite les gens, avec la somme avec laquelle ils sont confortables, d'essayer. Même si c'est une petite somme, ça les aidera à apprendre. Et je me rappelle il y a quelques semaines, quelques mois même, sur un article Medium de AAV, vous faisiez le point sur ce qui pouvait arriver dans le futur. Il y avait notamment une hypothèse avec Realty ou d'autres tokens immobiliers à placer en collatéral. Si on est dans l'optique de dans 5 ans, comme tu étais en train de l'évoquer, est-ce qu'on peut avoir cette efficience entre la vie réelle avec de l'immobilier tokenisé dans AAV où on peut s'en servir comme collatéral, comme levier pour réemprunter et effectivement avoir une force de frappe beaucoup plus grosse qu'aujourd'hui avec, c'est déjà très bien, mais uniquement les majeures crypto-monnaies qui sont acceptées sur AAV. Oui, complètement. Ça, c'est tout ce qu'on appelle les Real World Assets, donc RWA dans l'écosystème. Cette idée de tokeniser des choses qui ont de la valeur intrinsèque dans l'économie physique, on va dire, hors blockchain, et de faire en sorte, du fait de la technologie des NFT souvent aussi, de faire en sorte que cette valeur soit représentée sur la blockchain et qu'elle ouvre la porte à un pouvoir d'emprunt et donc à une collatéralisation dans la finance décentralisée afin de pouvoir s'en servir et d'en bénéficier dans le monde de la blockchain. C'est un domaine extrêmement complexe. C'est un domaine qui peut pas se faire de manière qui peut se faire de manière décentralisée, mais pas de manière ce qu'on appelle permissionless. C'est-à-dire que souvent, vu qu'on est sur des actifs du monde réel, entre guillemets, on va avoir besoin de lier une identité pour prouver la propriété de ces actifs. Mais c'est vraiment quelque chose qui se développe. Le MakerDAO est vraiment
à la pointe là-dessus. Ils ont beaucoup travaillé avec des protocoles comme Centrifuge par exemple. Avait également travaillé avec Centrifuge, mais c'est encore en voie de développement et c'est pas encore sorti sur AV. Et pour moi, c'est un marché qui est absolument énorme puisque ça permet de manière très simple, immédiate, c'est ça l'intérêt de la DeFi, c'est que si on a besoin de liquidité un samedi à 3h du matin, il n'y a pas de problème, on peut le faire, on n'a pas besoin qu'un conseiller bancaire se penche sur le dossier et d'aller boire un café avec lui dans une agence physique. A priori, ça se fait directement. Et ça va rendre les choses encore plus efficientes aussi pour les entreprises et l'économie entre guillemets qu'on appelle réelle, même si pour moi l'économie qui se passe dans la finance décentralisée est tout à fait réelle. Hein. Ce sont des vrais flux qui ont une vraie valeur marchande, mais voilà pour la plupart des gens. Par contre, clairement, il faut se poser la question, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous êtes en études de notariat et que c'est votre but pour les 40 prochaines années, il est temps de se remettre en question. Petit avertissement donc sur la pertinence de la blockchain. Mais justement, sur cette pertinence de la blockchain, tu t'occupes de l'intégration chez AAV des envies de la communauté. Grâce au forum de gouvernance, on avait quelques jours en commun un forum justement dans une école de commerce qui sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser aux crypto-monnaies et à l'écosystème. Et c'est top. Justement de comment participer à des protocoles de DeFi pour gagner un peu de tokens ou juste participer justement et donner des idées. Et toi ensuite, une fois que c'est voté, tu les intègres. Quelles sont les volontés de ces communautés dans le forum de gouvernance d'AAV grand public et quelles sont les envies et les demandes sur AAV Arc? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'il y a des choses qui se croisent ou est-ce que c'est vraiment à l'opposé? Moi je trouve que c'est assez proche l'un et l'autre. Et en fait, chaque produit va avoir ses spécificités. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple extrêmement concret. C'est-à-dire que dans la finance décentralisée, tous les emprunts sont surcollatéralisés. Puisque comme on ne connaît pas les acteurs qui sont particulièrement impliqués dans un marché et dans une pool de liquidité, on a besoin qu'il y ait un dépôt de garantie qui fasse en sorte que si l'emprunt n'est pas remboursé selon les clauses du smart contract, il y ait possibilité pour une partie tierce de rembourser en lieu et place de l'emprunteur avec cette incentive, cette récompense d'avoir accès à une partie du collatéral et être payé de cette manière-là. Du dépôt de garantie et être payé de cette manière-là. Dans un cadre où on n'a que des institutions par exemple, et tous ces acteurs sont identifiés et ont une certaine réputation entre guillemets, mais au-delà de ça, une certaine régulation, etc. Ce qu'on appelle la LTV, Loan to Value, c'est-à-dire la capacité d'emprunt par rapport à un dépôt de garantie spécifique, peut-être être différente dans un marché pour institution que dans un marché permissionless. On pourrait imaginer que, je vais citer un nom au hasard, et c'est par exemple la BNP, puisqu'on a parlé de la Société Générale avant, comme ça on nous accusera pas de sponsorship. La BNP dépose l'équivalent de l'USDC ou un stablecoin euro sur AV Arc. Au lieu d'avoir 80% dans AV permissionless, peut-être qu'ils auront accès à 92%, 93% de LTV, parce que si le risque de défaut est éventuellement plus élevé, on sait que le risque de ne pas retrouver les sous en cas de liquidation qui aurait créé un mauvais mouvement, il est beaucoup plus faible parce que là on connaît l'acteur et du coup on peut travailler avec cet acteur off-chain pour faire en sorte que les choses se règlent. Ça c'est du théorique, hein, c'est pas dans la première version de Arc qui va arriver, mais c'est des choses sur lesquelles la gouvernance d'AV peut pencher en se disant peut-être qu'on peut créer un produit qui est plus attractif avec des risques, des paramètres de risque qui sont différents parce qu'on est dans un écosystème différent et qu'on peut se permettre certaines choses qu'on pourrait peut-être pas se permettre, peut-être certains actifs en collatéral qu'on pourrait pas se permettre ailleurs. Et du coup, ça crée une différenciation qui crée une plus-value et qui crée un réel intérêt à un produit comme Arc. Alors, on peut effectivement ne pas nous accuser d'avoir fait du sponsorisé par une banque, mais est-ce qu'on peut s'interroger sur le choix de cette deuxième banque que tu as choisie qui pourrait être un indice sur AAV Arc ou pas du tout, Mark Zeller? Je laisse aux auditeurs
Faites vos propres recherches, comme on dit beaucoup dans l'écosystème. Et est-ce qu'on a un risque un jour justement d'avoir un KYC sur AAV pour tout un chacun, ce qui aujourd'hui est une force de la DeFi justement, quelles que soient nos sources de revenus, quel que soit notre emplacement, quel que soit tout ce qu'on veut, on peut accéder. Est-ce que demain il y a un risque que la régulation dans la DeFi en général oblige les protocoles à avoir un KYC? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est que techniquement, ce qu'on appelle un whitelist monute, donc cette liste blanche qui permettrait, qui ferait une discrimination tout simplement entre qui peut utiliser un produit ou un autre. La technologie existe, ça il ne faut pas le cacher, hein, techniquement c'est possible. La deuxième point qui est le plus important, est-ce que la communauté le souhaite? Aujourd'hui la réponse est 100% non. Je ne vais pas dire 99%, je vais dire 100% non. Aujourd'hui, l'une des valeurs fondamentales de la finance décentralisée, ce que j'appelle l'ethos, c'est d'avoir cette égalité face aux produits et aux services qui sont offerts de cette finance décentralisée. Or, dès qu'on introduit une discrimination, on n'est plus dans l'égalité, par définition. Et du coup, ça me semble peu probable, mais techniquement c'est possible. Mais il faudrait que la gouvernance, puisqu'on est un protocole décentralisé, donc il faudrait que la gouvernance d'AV introduise cet aspect-là. Et ça me semble peu probable dans l'état actuel du marché. Et aujourd'hui, le régulateur ne possède pas le jeton de gouvernance AV, quel qu'il soit dans le monde, donc il ne peut pas imposer, puisque techniquement on ne peut pas imposer ce changement. C'est-à-dire que ce changement, même si des lois arrivent sur certains territoires, ne peut pas être imposé sur le protocole. C'est-à-dire la loi existe, elle s'applique et on doit suivre la loi. Mais sur la blockchain, un smart contract ne connaît pas de juridiction particulière et il n'y a pas cette capacité de coercition qu'a l'acteur dans le monde physique. Et du coup, il faudrait que la gouvernance s'adapte à la régulation, ce qui est envisageable, mais ça me semble très loin aujourd'hui. Ok. Et un dernier point que je voulais aborder avec toi sur justement cet état des lieux de la DeFi, et c'était là aussi un sujet qu'a abordé Stani à la conférence LISCON de Lisbonne ce matin, c'est les réseaux sociaux décentralisés. On a vu effectivement des grandes tendances arriver sur l'écosystème, la DeFi, les NFT cet été. Peut-être que la prochaine vague, ça serait tout ce qui est identité décentralisée et Web3. Et parmi ces Web3, les social media. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la position d'AAV? Parce que je crois comprendre que vous avez des recherches justement, c'était dans le sens de ce que disait Stani ce matin, au sujet d'un réseau social décentralisé. Et quel est l'intérêt d'avoir un réseau social décentralisé? Alors, toute l'idée du Web3, c'est pour resituer un peu le Web 1.0, c'était cette idée de verticalité du flux d'informations. C'est-à-dire il y avait des créateurs de contenu, qui est souvent des rédactions, le journal Libération qui fait un site internet, et puis on a accès à cette information qui existe, et il n'y a pas d'interaction possible. C'est du haut vers le bas. Toute l'idée du Web 2 et des réseaux sociaux, c'était d'avoir cette capacité d'interaction, de communiquer et d'interagir, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Clairement, on peut en penser ce qu'on veut. Et l'idée du Web 3, c'est appliquer à la communication et aux réseaux sociaux et ce qu'on appelle nous les social graphs. C'est d'avoir le retour de la propriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'écris un tweet, ce tweet ne m'appartient pas. Il appartient à une société Twitter, qui est une société privée, qui n'est pas reliée à un État particulier, enfin, qui est basée aux États-Unis, mais qui n'est pas régulée en tout cas dans son organisation interne. Et Twitter fait absolument ce qu'ils veulent de mon contenu et peuvent le supprimer, le modifier, etc. Si je veux le monétiser, ça commence à arriver sur des réseaux comme Twitter. Donc on peut faire des spaces qui sont payants, on peut faire des dons avec Lightning Network apparemment, ou Stripe, etc. Bon, ils prennent leur commission et puis on peut passer que par les
des choses qui sont validées par Twitter. Sur les créateurs de contenu, c'est la même chose, hein. YouTube prend énormément de commissions. Twitch, on a eu droit au data leak de Twitch récemment, et on s'est rendu compte que sur Twitch, Jeff Bezos gagnait beaucoup plus que nous sur le contenu qu'on créait. Et bon, ça c'est un peu le Web 2. Et puis il y a aussi la monétisation, c'est-à-dire que les utilisateurs sont le produit du Web 2. C'est-à-dire que le business model de l'Internet, c'est la publicité. Et donc quand vous êtes un internaute aujourd'hui, vous êtes un espace de cerveau disponible pour les annonceurs. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc tout le travail d'AV dans les produits qui vont arriver très prochainement, c'est de rendre l'appartenance aux utilisateurs d'Internet de leur contenu. Et vraiment, ils ont cette propriété. Ils auront le contrôle sur la modération de leur contenu par le biais de services de modération qui sont décentralisés. Ils auront le contrôle sur leur monétisation, ils auront la propriété de leur contenu sous forme de NFT par exemple. Et ça redonne un petit peu le pouvoir aux gens sur leur contenu. La DeFi redonnait la propriété de l'argent aux utilisateurs. C'est-à-dire que quand on a des sous sur un compte en banque, la banque a notre argent et puis nous promet qu'éventuellement il nous le rendra si on demande un virement, mais si on prévient 48 heures avant et que c'est pas plus de 3 000 euros. Mais la DeFi résout ça sur l'aspect financier. Le social graph sur lequel on travaille, c'est vraiment cette question de redonner la propriété de leur contenu aux internautes tout simplement. Donc si les 18 derniers mois ont été assez dingues pour la DeFi d'un point de vue création de protocoles et de richesse, les 5 ans qui viennent seront assez dingues aussi sur les nouveaux usages que la DeFi et l'écosystème Web3 apportera au web actuel. On est encore à la préhistoire du mouvement qui va durer et qu'on est en train de créer. Et c'est ce que je dis, c'est que si vous découvrez la blockchain en écoutant ce podcast pour la première fois de votre vie, félicitations, vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que vous êtes arrivé dans un écosystème qui est suffisamment avancé pour que ce ne soit pas incongru et seulement réservé aux meilleurs des ingénieurs, tout en étant suffisamment jeune pour qu'il y ait plein d'opportunités. Donc félicitations de nous écouter aujourd'hui. Merci beaucoup Marc. Merci.